Alors, bonjour à tous, bon après-midi. J'espère que vous allez toujours bien. Mon nom est Armand Afkami de chez Titanfile. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Nous sommes en direct du Centre NAD. Il fait soleil, wow! Il existe encore un peu de soleil. On était vraiment sous les nuages pendant presque toute la semaine. Ça fait du bien. Ça tombe bien, c'est pour clôturer MTL Connect que le soleil vient nous sourire. J'espère que vous passez une belle semaine ici à Montréal avec nous au Centre NAD et que vous avez pleinement profité de toute la programmation d'MTL Connect. On arrive au dernier panel. Il reste aussi les MTL Tech Awards. Tout de suite après ce panel, oui, on va avoir la chance de dévoiler les gagnants et de voir c'est qui les gagnants des différents prix que nous avons mentionnés au préalable mardi. Alors, c'est très excitant aussi. Mais avant, notre dernier panel sur le sujet des territoires connectés et intelligents. On a vraiment un beau panel et j'aimerais justement leur donner la place pour pouvoir maximiser cette session. Alors déjà, juste avant, merci à vous tous d'avoir été ici en si grand nombre en présentiel au Centre NAD depuis les 3 derniers jours. À vous tous qui sont ici présents aujourd'hui, je vous demande de vous donner une belle main d'applaudissement. Merci d'être ici. Merci. Alors, dès maintenant, je vais tout de suite introduire les panélistes de ce panel fort intéressant sur le futur de l'hôpital. L'hôpital du futur sera-t-il connecté? Encore une fois, qui va sûrement mélanger les 4 grands sujets. Donc, on parle évidemment d'intelligence artificielle, de culture et créativité, de territoire connecté intelligent et de cybersécurité. Je suis très heureux de pouvoir accueillir ce beau panel. Alors, dès maintenant, je vais les inviter sur scène. Alors, je vais commencer avec Barbara Decelle d'Ivado, Dr. Shirin Abbasi Nejad Enger de l'Hôpital Général Juif, Mireille Luc de la société Petal et Darin Amayed de Beaune. Excuse-moi, oui, c'est ça. Et notre modératrice de l'Institut Transmedtech de Montréal, Marie-Pierre Faure. Bonjour à tous. Vous êtes tous en forme en fin d'après-midi, j'espère. Donc on va vous connecter à l'hôpital du futur, qui se veut la suite logique de comment nos systèmes de santé évoluent, comment nos patients évoluent, le changement aussi un petit peu de paradigme où le patient prend un rôle plus important parce qu'il devient lui-même connecté. Je vais passer la parole à ma première intervenante qui est Barbara. Barbara, comment l'intelligence artificielle se traduit dans l'hôpital connecté? Bonjour à tous. Merci Marie-Pierre pour cette invitation à participer à ce panel. Donc, je me présente, je suis Barbara Decelle, conseillère à la recherche en santé chez Ivado. Pour ceux qui ne connaissent pas Ivado, c'est un consortium de recherche, de transfert de connaissances et de formation en intelligence artificielle. Et on a la chance en fait de travailler avec des centres de recherche affiliés, donc ça c'est le cœur d'Ivado, et également avec des organisations, et donc de travailler tous ensemble. En tant que conseillère à la recherche en santé, j'ai vraiment l'opportunité de pouvoir être impliquée dans plusieurs projets de recherche en intelligence artificielle dans le secteur de la santé, de voir un petit peu donc, les dernières découvertes ou avenues qui sont empruntées. Alors, pour répondre à ta question, Marie-Pierre, en fait, déjà, je te remercie de m'avoir posé la question parce que, en général, quand on pense IA et santé, la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment l'aide au diagnostic, où il y a eu beaucoup aussi de développement sur tout ce qui est analyse d'images en radiologie, par exemple. Mais là, ta question est différente. C'est comment, finalement, l'intelligence artificielle peut aider à connecter les hôpitaux. Et donc, là, l'intelligence artificielle va jouer un rôle un petit peu différent. Et c'est des problèmes aussi qui sont transversaux, qui ne sont pas juste liés à la santé. Donc, on va avoir l'IA qui va venir se rajouter comme une couche à des technologies qui existent déjà, comme l'Internet ou encore la télémédecine, dont vous avez tous probablement entendu parler. Et l'intelligence artificielle va amener une couche, par exemple, pour assurer la sécurité. Donc on sait qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent être développés
pour aider, entre autres, la détection de brèches ou d'attaques. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de l'IA pour mettre en place l'hôpital connecté de demain. On a aussi des solutions d'intelligence artificielle qui vont protéger la confidentialité des données. On a plusieurs projets de recherche qui sont en cours, par exemple, qui vont utiliser l'IA génératif pour produire des données synthétiques. Donc, c'est des données qui vont suivre la même distribution que les données réelles, mais qui vont être générées par des intelligences artificielles. Donc là, on voit comment l'intelligence artificielle peut venir trouver des solutions finalement à des enjeux techniques. Mais la deuxième partie la deuxième partie sur laquelle j'aimerais aussi mettre l'accent, c'est en fait la capacité de l'intelligence artificielle pour aider aussi la communication. Donc que ce soit la communication, là comme je viens de le mentionner, pour transférer des données entre hôpitaux, mais aussi entre les humains. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais donc il y a beaucoup d'outils ou d'applications qui vont être développées pour permettre aux soignants d'accéder à des informations. Ça, c'est aussi un endroit où on va avoir beaucoup de nouvelles solutions IA qui vont être développées. Et en fait, on va pouvoir voir que ces liens et l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée pour aider à la communication aussi entre humains, mais pas seulement entre les informations et les soignants, mais aussi entre les soignants et les patients ou les soignants et les proches aidants. Donc ça, je pense que pour aller vers un hôpital du futur connecté, c'est vraiment un des rôles que pourrait jouer l'IA. Et d'ailleurs, il y a déjà des solutions, puis je suis sûre que les autres invités vont avoir l'occasion de développer sur ces sujets. Alors maintenant, je vais me tourner vers l'hôpital. Je vais me tourner maintenant vers l'hôpital. Chérine, tu es à l'hôpital général juif, tu es au CIUS centre-ouest de l'île de Montréal. Comment cet hôpital a un certain leadership et se distingue dans ce que tu fais comme activité? If you want to answer in English, you feel free to go for it. Merci pour l'invitation et aussi prochain an, j'espère que je parle en français, mais my self-confidence is not there yet. Mais je pratique tout le temps. So thank you. So at the Jewish General Hospital, firstly, I'm an associate professor at McGill University, so I work at both McGill hospitals, but my workplace is at the Jewish General Hospital. And at the Jewish General Hospital, we are dealing with this problem in two fronts. So first of all, we have a digital health program set in place under leadership of Dr. Justin Cross and his team. They have a program called Connected Health Program, where all our CLSCs and all hospitals that are connected with us, we are digitally recording all patient information so that healthcare personnel at the hospital or any other connected hospital and CLSC can access patient information directly. Because currently, unfortunately, still some of our hospitals and CLSCs, they do have still paper-based systems. So we are going from a paper-based system to a digital system currently, and that is going very well. And we've set this in place so that we can access patients' allergies and whatnot in real time and don't have to call other hospitals. And all patients' information is collected digitally and accessed by all healthcare professionals across our network. So that is one thing that we do right now. The second thing is through MedTech Plus, TransMedTech, so Marie-Pierre's team, Jewish General Hospital Foundation, we just got a grant, private-public partnership where we partnered with Canadian non-for-profit organization called Exactis to collect patient data retrospectively. So in the hospitals right now, data is collected in silos. So we have pathology, medical oncology, radiation oncology, radiology, and so on. So sometimes the systems speak with each other. Sometimes they are total independent silos. And in there, we have huge amount of data that can be used to help develop new drugs, personalized treatment for patients, and help our researchers to innovate. And with this new partnership that we've put in place, we are collecting, first mapping out
who is dealing with what, where is the data, and through an REB-approved protocol where patients have given their consent to donate their data to this database that we are creating, to collect everything. So we are collecting all of the information for 1,000 patients to begin with. Jewish General Hospital is a pilot site, and then we'll continue to do this in 26 different hospitals across Canada and Quebec as well. And this way we can collect multi-model and multi-institutional data. So it's diverse in population, but also in modalities. We collect everything from reports. So we have researchers that work on NLP. We have images. We right now have many of histopathology are still slides. We do not have digital histopathology. We have to manually scan all our histopathology slides and upload them, and creating the database not for us, but also for entire Quebec researchers and Canadian researchers to utilize in the future to innovate. So I think this by digitizing prospectively, but also retrospectively everything that we have, and REB-approved protocols such that the researchers, such as yourself, can, with time, have a second use REB to be able to access this database and use it for whatever research that you're going to use it. Thank you, Chérine. Maintenant, Myriam, comment une compagnie va structurer, je dirais, les rendez-vous dans un hôpital? La parole est à vous. Bonjour, je suis Mireille Luc, directrice senior de la stratégie en santé chez Pétale. Pétale, c'est une vraiment belle entreprise en technologie de la santé qui est connue par presque tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé parce qu'entre autres, Pétale a permis de connecter toutes les cliniques de médecine de famille au Québec, les 730 plus cliniques en médecine de famille au Québec, à un orchestrateur centralisé qui, lui, est aussi branché à tous les systèmes de prise de rendez-vous en ligne. Alors, ça fait en sorte que maintenant, quand un patient, par exemple, contacte le 811, plutôt que de se faire dire directement, ben maintenant, vous pouvez aller à l'urgence, ben, si c'est quelque chose qui semble être une priorité 4 ou priorité 5 ou quelque chose de moins prioritaire qui n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'urgence, ben, la personne au 811 peut offrir un rendez-vous rapidement dans une circonférence X où habite le patient, où est présent le patient, pour que le patient puisse voir le bon professionnel au bon endroit et au bon moment. Alors, c'est une des belles choses que Pétale a faites dans les dernières années parce qu'en fait, pour Pétale, le patient est vraiment au cœur de tout le développement de sa technologie et on veut vraiment améliorer l'accès au système de santé pour tous les patients, peu importe leur situation géographique, leur situation sociale ou qu'ils aient un médecin de famille ou pas. On veut être là pour améliorer l'accès et l'expérience du patient à travers le système. Merci. Maintenant, je me tourne vers une autre entreprise. Comment Beaune, maintenant, s'inscrit dans le système de santé et à quel niveau et de quelle manière? Et est-ce que vous êtes sur le terrain, dans un hôpital ou quelque part vers une autre planète? Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, c'est Darine, je suis le directeur scientifique ou chef scientifique de Beaune, une start-up que j'ai cofondée et que j'ai fait partie depuis plus que 3 ans. Nous, en fait, Beaune veut ramener la santé préventive sur la Lune. C'est-à-dire on veut ramener l'hôpital au-delà de la Terre sur la Lune. Nous, on voit la santé connectée comme un service qui ne devrait pas être lié à un espace physique. Mais pour parvenir à faire ou arriver à cette vision-là, on est en train d'utiliser des bases technologiques. On est une équipe, c'est une équipe ou une compagnie d'ingénierie, de recherche et développement. On se spécialise dans tout ce qui est IoT, IoT médical et intelligence ambiante et intelligence artificielle et les systèmes cyberphysiques.
Donc, pour pouvoir le faire, on pense à tout service, entre autres le vertical de santé, de comment on peut délivrer ça vers le last mile, où le patient il est là. Donc, on essaye de bouger le point of care vers le patient et la proximité de service vers le patient. Ça fait une année, on travaillait avec l'agence spatiale sur le développement d'un point de care futuriste qui va aller sur la Lune, mais en espérant que ce même point de care va aller peut-être dans le nord, dans les régions rurales, dans les communautés remotes pour avoir une proximité d'accès aux patients. Mais aussi, on travaille sur l'IoT médical et les wearables pour beaucoup, et bien sûr les applications mobiles. On a tous des beaux téléphones qu'ils peuvent nous donner plus d'informations aussi sur nos habitudes de vie, sur des données physiologiques, nos activités, tout ça, c'est aussi des données de santé pour plus de santé préventive et de santé connectée, parce que la santé, ce n'est pas l'offre juste de soins, c'est tout le parcours de patient, soit dans l'hôpital ou chez lui. Et avec la réalité qu'on a vécue déjà avec la pandémie, je crois que ça a ouvert les yeux qu'on ne peut pas juste traiter notre système de santé ou la santé comme juste un service de soins. C'est un service qui devrait être un peu plus résilient pour pouvoir supporter les crises en cas de crise, mais aussi pour pouvoir être un peu plus préventif, pour mieux être proactif dans l'offre de services de soins. Merci, tu m'ouvres la porte. La prochaine question. La prochaine question, elle est beaucoup plus audacieuse. On se dit dans un monde idéal, s'il n'y avait pas de barrières ni de contraintes, quelle serait la vision du patient citoyen dans un futur, dans cet environnement de médecine numérique? Je recommence vers toi, Barbara. Je pense que déjà, on aimerait tous tendre vers une médecine et des soins beaucoup plus humains. Donc, je pense qu'on l'a évoqué plusieurs fois dans ce panel, c'est d'avoir le patient au centre. Et j'irais même plus loin, je dirais le citoyen au centre, parce qu'on n'est pas toujours malade. Et c'est là où la prévention devrait être peut-être beaucoup plus développée. De plus en plus, on voit qu'on a des outils qui vont nous permettre de nous en aller vers là, avec les objets connectés. Donc, ça serait vraiment de mettre la technologie au service de la santé humaine. Et puis, il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de ne pas juste s'arrêter à la santé humaine, parce qu'en fait, je pense qu'on en a de plus en plus conscience. On est tous connectés à notre environnement. Donc, il faudrait que ce soit aussi un système de santé qui intègre les paramètres de notre environnement et de la santé animale. Shirin, your turn. So the question is, ideal world, what would be how the patient and the citizen react to those all connected objects and connected hospital? Well, I'm going to go for myself in an idealistic world. Right now, especially in oncology, our patients, they have cancer, they have a biopsy, and they have different type of information. And in all hospitals now in Quebec, we have tumor boards. So I'm just giving an example. And then in this tumor board, we have experts from different type of oncologists sit there and they look at this data and then they decide what treatment we'll get. So say me and you, we have breast cancer, we have totally different genetics and backgrounds, and they can be different stages. It's the surgeons and medical oncologists and the radiation oncologist and whatnot who decides which treatments we will get, and they will discuss with us, and then they will prescribe a treatment for us. So in an ideal world, I would like all my data. So first of all, I would like to have some kind of AI-based software that can guide my oncologist how to treat me, because we know that humans are biased. So the surgeon will want to perform surgery not because humans are biased, and probably he's biased towards his own profession. The medical oncologist will want to give me chemotherapy drugs, the radiation oncology will want to irradiate me, and so on. So I would like to have an informed decision based on previous patients' treatments and outcome,
and also my own genetic and my own data, that I will get a informed decision, and this will guide my oncologist to guide my treatment. And this is a project that it's not so far from future, because with Marie-Pierre's help, again, we are going to hopefully realize this, that in the future, we will have this multimodal data, everything from patients' genomics to pathology to, you name it, images and diagnostic images, treatment images, planning, make use of all this information, and with AI, guide our physicians to learn from all previous data to make a personalized treatment for us. So in the future, I hope that we can make use of all the data that we have accumulated right now in different silos, that we can collaborate together to create databases that can be used for this type of personalized precision oncology. Yeah. Thank you, Shireen. So the future is now. Yes. Mireille, is it now? Tout à fait. En fait, je vais aller un peu dans le même sens que vous. Ma vision idéale du patient du futur, c'est vraiment un patient qui est interconnecté, puis où je vais reprendre encore mon idée d'accessibilité. Je pense que c'est un élément central dans le patient du futur, parce que, en fait, cette accessibilité-là, elle doit être là grâce aux données, en fait. Et ces données-là sur les patients, mais aussi sur le système, doivent pouvoir être transférées, partagées, mais de façon éthique, confidentielle et sécuritaire. Donc ça, c'est toute l'interopérabilité qui prend la place dans un système, un écosystème de santé comme ça. Et donc, quand il y a une grande possibilité de transférer ces données-là pour les patients, bien, ça facilite aussi que le patient puisse recevoir les meilleurs soins possibles, peu importe où il est, ou peu importe son état de vulnérabilité, ou peu importe où est-ce qu'il se trouve dans le continuum de soins de santé et services sociaux. Fait que je pense que vraiment, le patient du futur, c'est un patient qui a accès à ses propres données, puis qui peut aussi prendre part à la décision avec les professionnels de la santé qui s'occupent de lui. Et puis, ça facilite aussi la prise de décision de façon plus éclairée quand on a accès à toutes ces belles données-là, mais il faut qu'elles soient bien transmise avec éthique, confidentialité et sécurité. Merci Mireille. Darine? Bon, j'espérais qu'il n'y aura pas de patients dans le futur. Bon, mais disons que pour nous, en fait, à Bonn, la vision qu'on adopte, c'est d'avoir une démocratisation d'accès aux services. C'est-à-dire que le patient peut... et je reviens sur le point de l'accessibilité, mais aussi sur la multimodalité des données. C'est-à-dire accessibilité, c'est-à-dire qu'il peut avoir le soin là où il est. Il n'est pas limité par la distance, ni par la proximité d'un hôpital. Il est beaucoup plus limité par la proximité d'accès à l'intelligence d'un médecin ou d'un professionnel de santé pour checker à des données qui ne sont pas instantanées via des examens, mais c'est un historique. Parce que le patient de futur devrait être impliqué dans sa journey, parce que le soin ou la santé, ce n'est pas un moment ponctuel, c'est un moment continu. Et c'est pour cela qu'on travaille sur un écosystème de santé qui interconnecte les patients avec les communautés, leurs communautés, avec les professionnels, mais aussi les proches aidants, et les hôpitaux en cas de besoin. Donc, pour nous, ça se passe via l'interopérabilité, le privacy, l'éthique, et c'est pour cela on se base aussi sur des techniques d'intelligence ambiante qui sont aussi dans l'environnement avec beaucoup d'accessibilité inclusive pour offrir un soin continu et une surveillance continue. Et quand on dit surveillance, c'est pas forcément que on est dans le comment dire, on n'est pas en train d'être invasif dans la privacy, parce que les techniques quand même, ils ont beaucoup avancé. On peut être à proximité en conservant de privacy avec, par exemple, l'intelligence artificielle qui n'est pas complètement centralisée, mais au lieu d'envoyer les données, on envoie les modèles de l'intelligence pour assurer une continuité de soins, un support
pour les médecins et les aides-soignants via une totalité, là. Et ça, c'est les IoT, le 5G, la connectivité et l'intelligence en même temps. Et bien sûr, le human in the loop tout le temps, là, parce qu'on n'est pas là pour exclure ou remplacer l'intelligence humaine, on est là pour augmenter l'observabilité de qu'est-ce qui se passe au niveau de patients pour mieux offrir un soin complet et holistique. Merci. Maintenant, je me tourne vers la salle. La même question pour vous. Quelqu'un veut prendre le micro puis nous en parler ou poser des questions à nos panélistes? Vous êtes tous d'accord avec ce qu'on a dit? Oui? Allez-y. Donc, c'est un constat, une question, une demande? Alors, on va adresser la bonne demande aux bons endroits, en particulier au gestionnaire de l'hôpital. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres points? Oui? Est-ce que vous pouvez recommencer pour nous? Parce qu'on vous entend moins bien. Non, je vous dis, est-ce que vous avez des technologies pour la psychiatrie? Parce que c'est un domaine dont on parle vraiment pas. Et les hôpitaux au Québec sont connus pour avoir disons, une histoire avec le traitement de la psychiatrie, etc., la désinstitutionnalisation. Mais est-ce qu'il y a des technologies que vous voyez où il y a une amélioration ou il n'y a rien? Quelle sorte de technologie vous voulez dire? J'ai deux exemples, peut-être. Oui. Il y a un premier exemple, c'est par exemple quand on prend des traitements contre la dépression, par exemple. Il y a un temps de latence entre le moment où on commence à prendre un traitement et le moment où on va voir s'il fait effet, et aussi l'accès aux médecins. Et donc, il y a des technologies maintenant qui permettent avec un suivi patient plus automatisé, de savoir si le traitement fonctionne. Donc, il le détecte avant, c'était 6 mois. Et là, grâce à des algorithmes, ça va être 3 mois. Donc, pour le patient, c'est vraiment mieux parce que quand on est dans un état de dépression et qu'on a des idées suicidaires, par exemple, 3 mois, c'est peut-être... 6 mois, c'est peut-être 3 mois de trop. Donc ça, c'en est une. Il y en a une autre en schizophrénie où il développe en fait je crois que c'est à l'Université de Montréal, il me semble, une technologie basée sur un avatar avec qui le patient va pouvoir dialoguer. Donc ça, c'est à l'état de recherche, mais c'est des projets qui sont vraiment intéressants. Je pense que vous devriez pouvoir trouver la documentation sur Internet facilement. Je peux aussi peut-être ajouter quelques autres. Dans mon autre casquette de chercheur, j'ai vu des développements des interfaces cerveau-machine qui utilisaient aussi des traitements immersifs de réalité virtuelle pour des traitements psychiatriques, pour ne pas mélanger psychiatrie, psychologie ou santé mentale globale. Donc, il y en a l'inclusion entre la réalité virtuelle, les traitements de signaux de cerveau, parce qu'enfin, il y en a aussi une théorie qui dit que tout ce qui est psychologique, c'est physiologique. Il y en a en une manière, il y en a des chercheurs qui en croient et qui essayent d'utiliser les technologies pour voir cette immersion dans certaines thérapies, comment ça peut influencer les sécrétions de cerveau, etc. Donc, il y en a les traitements chimiques, mais il y en a aussi des thérapies qui se passent via le numérique et via une bonne compréhension de comment notre système physiologique répond à ces traitements-là. Donc, ça répond à votre question en partie? Autre question? Oui, je vais faire un peu de pouce sur la question. En fait, au Québec, la mission des services sociaux est conjuguée à la mission de la santé. Sachant que l'intervention psychosociale est passe par la relation d'humain à humain, est-ce que vous voyez
des débouchés ou des ouvertures là, pour la technologie en services sociaux? Une de vous veut répondre? Ben, moi, je pourrais dire que jusqu'à maintenant, on sait que tous les médecins de famille sont interconnectés à l'orchestrateur. Puis, je pense qu'une vision future, pas si loin que ça va être d'avoir aussi tous les professionnels de la santé pour que l'offre soit centralisée. Puis, en fait, parce qu'on le sait, le tout est plus grand que la somme des parties quand l'offre est centralisée. Puis, et donc d'avoir, on l'a vu pour les médecins, en fait, le fait que les médecins puissent offrir des plages horaires puis que ça soit accessible pas seulement à leurs patients à eux, mais aussi pour des gens dans leur territoire, dans leur région, ça fait en sorte qu'il y a plus de patients qui ont pu avoir accès à des médecins, entre autres. Et puis là, ben, je vois docteur Jean-Sébastien qui a une question, alors je vais lui laisser la parole, parce que je pense que c'est peut-être aussi une partie de la réponse. Oui, ben, en fait, ben, merci. Dans le fond, c'est super intéressant le sujet. Ça me concerne beaucoup. Moi, je suis médecin de famille, donc je travaille beaucoup avec les dossiers électroniques. Puis en recherche, ce que je trouve difficile, c'est peut-être la qualité des données, c'est-à-dire on a beau avoir accès aux dossiers, mais est-ce que les données vont être suffisantes pour avoir des résultats de qualité? Là, en anglais, ils disent garbage in, garbage out. Donc c'est la qualité des données. Puis peut-être, moi, ce que je vis, c'est beaucoup avec les patients autochtones. Donc, comment on peut essayer peut-être de réduire les inégalités en soins de santé parce qu'ils sont adaptés avec. C'est-à-dire que quand on va traiter un patient, on va faire d'une certaine façon, mais si les patients ont des caractéristiques différentes qui vont mener à des traitements différents, donc ce qu'on pourrait. On pourrait parler même de racisme systémique, c'est-à-dire c'est pas les gens qui sont racistes, mais le système de santé fait en sorte que ces gens-là n'ont pas les mêmes soins que d'autres personnes. Donc, ce serait de voir, moi, je vois beaucoup de potentiel de risques, mais aussi de potentiel pour diminuer les inégalités en santé. Donc, moi, c'était mes deux questions. Comment on peut résoudre la qualité des données? Il y a des éléments de réponse, là, mais aussi comment s'en servir pour détecter les inégalités puis les améliorer. La question s'adresse à une personne en particulier? Peut-être aux hôpitaux, peut-être. Well, so the databases that we are currently creating, we are cleaning them. So we are increasing the quality of the data, but also on the question of, I mean, in the oncology domain only, but in there also we have a psychology. So patients undergoing cancer treatments are getting a cancer diagnosis. They have very much anxiety, stress, depression. So right now we are in a research project looking through all the reports that we have during the course of their journey to be able to see which patient would need help much earlier to detect patients, to triage patients because we have very few social workers at the hospitals that can help patients. So I think you're right, so quality of the data that we are getting in, we are cleaning it. That's why we have this curated database that we are creating at the Jewish first, but we will go to the CHUM and MUHC in Montreal first, and then go to different centers in Canada. And this is approved by the ethical committee of each of the hospitals. However, whomever who needs to use this for future, they have to have a second use of so you have to have your own ethics to be able to use this data. But hopefully, when this data is created, it's already clean and curated, and it has the same quality regardless of which hospital it comes from. So that's. Thank you. Yes, in fact, I think also there's a responsibility for the doctors and to be. Je parlais en français, je ne parle pas en anglais. En fait, je pense qu'il y a une responsabilité aussi des cliniciens. Donc, on n'a pas beaucoup d'enseignements. Donc, ce serait avec les universités et les fédérations également de s'impliquer davantage pour sensibiliser les jeunes là, puis les vieux comme moi, là, de faire des dossiers qui ont de l'allure. Donc, il y a beaucoup de choses à rattacher, donc ce serait important que le gouvernement s'implique là, à ce niveau-là. But so just to say something about the data and quality of the data, I work just right now. We are doing creating the database at the Jewish General Hospital, and we see very clearly just between our departments that is a big culture, different cultures between different departments, and how much
different experts, right? So different professionals, have they, if there is a department with very good culture of noting everything down and a very high quality, and there are some that is no culture and very little written. So already inside one single hospital, we can see there are no standardization of how much you write, what to write, how to write. So we have experts in natural language processing now who are going through all our written data in French and in English to at least have a minimum of what we require in our database. But it's very difficult for us as digital health and AI expert to extract from nothing. So there is very little guideline, as you say, on what physicians have to write in this. Oui, je voulais juste sur la qualité des données. Je pense que c'est là où vraiment les objets connectés vont vraiment pouvoir améliorer la qualité des données. Et ce qu'on voit, c'est que dans les secteurs où il y a des collectes automatiques de données, l'intelligence artificielle peut être beaucoup plus développée et donner des résultats qui sont bien meilleurs que dans des secteurs comme en santé où il y a encore beaucoup de collecte manuelle. Donc je sais qu'on ne peut pas collecter toutes les données de façon automatique en santé. Il y a encore des écrits et c'est normal, il y a des descriptions. Mais plus on va s'en aller vers des collectes automatisées et plus on va être capable finalement d'avoir des algorithmes qui vont fonctionner. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi ajouter, et quand on a parlé aussi des collectes et des créations des bases de données, on revient toujours à l'hôpital, on revient toujours à l'expérimentation qui est contrôlée dans un centre bien déterminé, qui n'est pas accessible et inclusif pour certaines populations. Donc l'automatisation, la digitalisation du collecte elle-même va ramener à inclure d'autres populations et d'autres territoires et d'autres communautés à participer à cette intelligence-là, à cette intelligence de données pour en avoir beaucoup plus et plus. La qualité de données vient aussi, l'automatisation de collecte de données améliore la qualité de données. Donc, même la digitalisation, et ça peut être simple, c'est pas juste, quand on parle d'objets connectés, le téléphone, c'est un objet connecté où on peut digitaliser des formes, là. Et c'est ça ce qu'on a expérimenté aussi avec Bone, qu'on a créé des protocoles utilisés dans la médecine aujourd'hui. On a digitalisé les formes et on a commencé, au lieu d'avoir des formulaires qui se remplissent à chaque visite, la personne va remplir ces formulaires sur le téléphone avant d'aller voir le médecin. Et puis, il y aura de la transparence de voir qu'est-ce qui se fait. Il y a des scores qui se calculent et ça aide que à améliorer la collecte et la continuité. Parce que quand on collecte digitalement la donnée, on la garde, on la préserve et on peut améliorer l'intelligence qui se met là-dessus. Mireille, tu vas avoir le mot de la fin. Juste en fait pour rajouter quelques mots, la qualité de la donnée, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que puis ça a été un beau modèle qu'on a fait en harmonisant en fait ces données-là, puis en le faisant avec toutes les cliniques de médecine de famille au Québec, c'est quand même une belle démonstration que c'est faisable, qu'on peut faire de l'interopérabilité et puis tout ça amène à une meilleure équité en santé parce que en fait, la technologie en santé, ça aide à ça, particulièrement en sachant que maintenant, c'est pas le patient qui appelle une réceptionniste puis que là, elle entend son accent ou la personne dit « Oui, mais je connais le docteur untel ». Quand c'est en ligne, ça fait en sorte que tout le monde a le même degré d'accessibilité puis que la personne soit une personne autochtone sur une communauté ou qu'elle soit en région éloignée ou qu'elle soit dans le Nord, avec la digitalisation, la transformation numérique du système de santé, justement, ça permet d'avoir la télémédecine, ça permet de donner cette accessibilité-là, peu importe le statut social de la personne, peu importe sa culture, peu importe sa vulnérabilité, peu importe son lieu géographique. Alors, je pense que tout ça, ça a tout un lien, mais l'harmonisation de la donnée, l'interopérabilité, puis tout ça mène à une meilleure équité en santé pour les patients, pour le citoyen et pour leur famille. Un grand merci. On applaudit nos panélistes. Et ça termine cette
C'est les micros sur les chaises. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Mireille, Darine, Barbara, Dr. Chérine et notre modératrice Marie-Pierre. On les applaudit encore. Merci. Nous allons prendre une courte pause, 5 minutes environ. On se prépare pour les MTL Tech Awards. Alors, à tout de suite. Merci.